Bonsoir à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité et nous allons au Soudan où le président Béchir résiste, mais la contestation également. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Pays en plein marasme économique, le Soudan est secoué par un mouvement de contestation qui entre mardi dans son troisième mois, déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les manifestations se sont transformées en contestation du président Omar el-Béchir qui tient le pays d'une main de fer depuis 1989, inébranlable face à ce qui constitue, selon les experts, son plus grand défi en 3 décennies. Le chef de l'État de 75 ans envisage de briguer un 3e mandat lors de la présidentielle de 2020. Mamadou Diouf, est-ce qu'il y a un secret à la résistance d'Omar el-Béchir? Oui, il y a un secret et le premier des secrets, c'est le soutien qu'il a par rapport à l'armée. Puisque depuis qu'il est au pouvoir, ce n'est pas la première fois que les Soudanais se révoltent. C'est vrai que l'ampleur de cette révolte est quand même particulière, mais ce n'est pas la première fois, même du temps des printemps arabes. Les Soudanais également ont voulu se brancher dans la danse pour le printemps arabe, mais ça n'avait pas marché. Et une des explications, c'est le soutien qu'il a au niveau de l'armée. Parce que quand on voit la façon dont les populations ont été réprimées, il est en train de compter surtout sur l'armée pour rester au pouvoir. Omar el-Béchir, vous l'avez dit, est un habitué des contestations, mais cette fois-ci, ça fait quand même 3 mois. Est-ce qu'il en a connu d'aussi longues? Non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'une contestation est aussi longue. C'est la première fois qu'une contestation mobilise autant de gens. Et c'est la première fois qu'une contestation également touche le Soudan. Oui. Parce que généralement, il y en avait à Khartoum, éventuellement à Omdurman, qui n'est pas loin. Mais cette contestation va juste au niveau des campagnes. Mais vous l'avez dit au départ, il y a ce marasme économique qui est là. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le Soudan avait connu, j'allais dire, une sorte d'éclaircie sur le plan économique avec le pétrole qui se trouve au niveau du sud du Soudan. Quand le Sud-Soudan est devenu un État qui a pris son indépendance, le Soudan s'est retrouvé immédiatement coupé de 3/4 des ressources pétrolières du Soudan, qui était un Soudan unique à l'époque. Donc immédiatement, le pays s'est retrouvé dans des difficultés. Bon, le peu de pétrole qu'ils ont, la chute des prix du pétrole, vous comprenez pourquoi ce que l'État faisait en termes de subventions, l'État ne peut plus le faire, d'où l'augmentation des prix du carburant, le triplement du prix du pain, qui est un aliment de base dans ce pays, qui a amené cette révolte qui n'est pas comme les autres révoltes que Bachir a connues. Est-ce que ça veut dire que les Soudanais aujourd'hui tiennent Omar el-Béchir pour responsable du marasme économique du pays? Ils n'ont pas tort, parce qu'il faut qu'on accepte les choses comme elles sont. Quand tu acceptes d'être président de la République, tu prends les honneurs, tu prends le palais, mais il faut également prendre tes responsabilités. Quand on nomme quelqu'un président, c'est l'employé du peuple. Il est là pour satisfaire les besoins du peuple. S'il n'est pas capable de le faire, quand le peuple se trouve en situation de difficulté, il est tout à fait normal que le premier responsable soit désigné à la personne du président de la République. Et c'est ce qui lui arrive actuellement. Les manifestations avaient commencé sur la hausse du prix du carburant, du prix du pain. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de pain. On ne parle plus de carburant. Les gens veulent tout simplement que le président de la République s'en aille. Et au niveau de Omar el-Béchir, est-ce qu'à sa décharge, on ne peut pas mettre le fait que la situation économique assez délétère du pays actuellement dépend du pétrole, ce qui n'est pas vraiment sa faute? Oui, mais c'est lui qui est devant. Parce qu'il ne faut pas qu'on trouve aussi facilement également des échappatoires à nos chefs d'État. Il est là, il veut briguer un autre mandat. Oui. Il faut qu'il accepte d'assumer ce qu'il a déjà fait, et qu'il puisse convaincre les Soudanais que ce qu'il a fait est bien, qu'il puisse convaincre les Soudanais que la difficulté, ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part, c'est la conjoncture, mais il n'y a pas de souci, les Soudanais sont là, il n'a qu'à prendre la parole et puis parler aux Soudanais pour les convaincre. Si c'est le cas, les manifestations s'arrêteront parce que les populations ne vont pas se soulever contre un président qui veut faire leur bonheur. Mais les populations se soulèvent parce qu'ils trouvent qu'actuellement, il ne fait plus l'affaire. Et ça, même si ça marchait, parce qu'on l'oublie souvent, après avoir fait 30 ans au pouvoir, le Soudan est un pays africain, quand on prend la pyramide des âges, la base est large. Donc facilement, 65 à 75% des Soudanais
n'ont connu comme président que Omar El-Béchir. Mais avec l'usure du pouvoir, à un certain moment, les gens n'en veulent plus. Non plus pour des questions de programme politique, de capacité à faire ceci ou cela, parce que 30 ans de pouvoir, il faut reconnaître quand même que c'est trop. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que si Omar El-Béchir baisse le prix du pain et du carburant, il aura réglé le problème, ou le mal est beaucoup plus profond que ça? Le mal est beaucoup plus profond. Le mal est beaucoup plus profond. Si vous regardez l'association des professionnels du Soudan, qui regroupe pas n'importe qui, puisque c'est des médecins, des ingénieurs, etc., ils sont en train aujourd'hui de prendre langue avec la société civile, avec les partis politiques, et ce qu'ils disent, c'est qu'on prépare l'après-Béchir. Ils sont en train de proposer un mémorandum qu'ils demandent à ces gens-là de signer, parce qu'ils veulent qu'après Béchir, que le Soudan rentre dans une autre ère qui sera différente de l'ère de Béchir. Je ne suis pas sûr que la baisse du prix du pain, la baisse du prix du carburant pourra faire arrêter ces manifestations, parce que les populations, la revendication dépasse largement aujourd'hui cette question de hausse des prix qui a été le point de départ, effectivement, des manifestations. Est-ce que le soutien de l'armée à Omar El-Béchir signifie que la situation au niveau de l'armée est beaucoup plus réluisante? Très certainement. Il ne faut pas oublier que lui-même, il est de l'armée. C'est vrai qu'on ne le voit pas toujours avec son uniforme, mais c'est un militaire qui a été mis au pouvoir à l'époque par le Front National qui était là-bas avec l'idéologue Hassan al-Tourabi. Et il faut reconnaître que depuis que Béchir a rompu avec Hassan al-Tourabi vers 1999, il n'a cessé de se retrouver dans des problèmes, parce que c'était lui la tête pensante de ce mouvement qui avait conduit al-Béchir au niveau du pouvoir. Donc c'est comme s'il y avait manqué à un certain moment cette tête pensante qui permettait d'aller dans le sens de ce qui pouvait satisfaire les populations, avec une vision qui permettait aux gens de savoir où ils vont, mais qui permettait également aux populations de savoir que bon, c'est dur pour un temps, mais voilà là où nous allons. Finalement, en tant que militaire, il s'est retrouvé, j'allais dire, avec ses collègues militaires pour gérer le pays avec une main de fer, ce qui a permis, c'est vrai, d'empêcher aux autres manifestations de réussir. Celle-là, on attend de voir jusqu'où ça va aller, parce que pour le moment, autant le chef de l'État est déterminé, autant également les manifestants sont déterminés. Quand on les interroge, ils disent non, cette fois-ci c'est pour de bon, ils ne vont pas cesser d'occuper la rue jusqu'à ce que le président accepte de quitter le pouvoir. Mais Omar El-Béchir oppose à ces manifestations une résistance, enfin disons une répression aveugle. Certes, le bilan officiel fait état de 31 personnes tuées. Des Human Rights Watch parlent de 51 morts. À cette allure, c'est de nature à décourager. Oui, mais c'est déjà trop. Généralement, on a ce problème dans tous les pays qui ne sont pas des pays démocratiques. Après une manifestation, le nombre de morts ne doit pas faire l'objet de discussion. Oui. Parce que dans tous les pays du monde, les morts, on amène à la morgue ou bien on amène au cimetière. Donc, en faire le compte ne doit pas être un problème. Dès que vous voyez dans un pays qu'on joue sur cela, c'est que la répression est excessive et l'État, pour ne pas se mettre dans cette position de répression excessive, a tendance à réduire le nombre des morts, le nombre des blessés, pour qu'on ne dise pas que l'État a fait usage excessif de la force. Alors que c'est le cas, puisqu'on a vu l'ONU s'inquiéter en utilisant cette même expression par rapport à l'usage excessif de la force. C'est sur ça qu'il compte, mais ça ne règle pas le problème. On a vu des gens faire usage de la force avec les printemps arabes. On a vu 3000 morts en Tunisie, mais à l'aboutissement, le régime est parti. Oui. Est-ce qu'il faut attendre d'atteindre les 3000 morts pour faire partir un régime? Je ne le pense pas. Je trouve que même si le bilan s'est limité au chiffre officiel de 31 morts, c'est déjà trop. Alors qu'on n'a pas fini avec ces manifestations, il faudrait que le président accepte de regarder la réalité en face. Est-ce que les Soudanais aujourd'hui sont conscients, quand ils regardent la Tunisie, l'Égypte, la Libye, que renverser un dirigeant ne règle pas fondamentalement les problèmes économiques? Le problème qu'on a avec ce genre de situation, c'est que quand on organise ces manifestations et autres, on met les gens dans une euphorie, où c'est comme si la chute du prince règle immédiatement les problèmes. C'est ce qui s'était passé en Tunisie, dans tous les autres pays, c'est ce qui s'est passé, pour que les gens découvrent en fait que ce n'est pas cela. Peut-être qu'avec ce que l'APS est en train de faire, l'Association des professionnels du Soudan, je me dis qu'eux, ils se rendent compte du fait que changer de régime ne résout pas le problème. Parce qu'ils sont en train de vouloir amener les gens à signer un texte pour que ce que le Soudan va devenir après El-Béchir
ne soit pas ce qu'un parti seulement va déterminer. Ils essayent de mettre les partis et la société civile pour qu'on s'entende sur des fondements solides qui vont permettre demain de dire voilà la base sur laquelle le Soudan va être dirigé. Le plus grand parti de l'opposition, le parti Al-Oumma de Sadek El Mahdi, a accepté de signer, certaines organisations de la société civile également. Donc ces gens-là sont certainement conscients du fait que remplacer un homme par un autre homme ne règle pas toujours les problèmes pour lesquels on s'est battu. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la population, cette conscience-là existe? Ce n'est pas évident. Et puis, au niveau du Soudan, est-ce qu'on peut dire que les manifestations de ces 3 mois, c'est le fait de l'opposition ou elles étaient spontanées? Au départ, c'était spontané, puisque l'opposition est venue après. Parce que la situation dont on parle, il y a eu une certaine spontanéité, mais la spontanéité est venue trouver cette association des professionnels du Soudan qui contestait déjà un certain nombre de choses, pas liées seulement à la question de l'augmentation des prix, mais le mode de gouvernance, l'absence de liberté, etc. Cette contestation est venue se greffer là-dessus. Ils ont pris le devant de la contestation. Donc aujourd'hui, c'est eux qui mènent le jeu au niveau de l'université, au niveau des écoles d'ingénierie, etc. C'est eux qui mènent le jeu. Et c'est pourquoi ils ont compris qu'ils ne peuvent pas tous seuls régler ce problème. Ils ont essayé d'associer d'autres parties de la société civile, les partis de l'opposition, pour essayer de créer un front qui va pouvoir permettre 2 choses: faire partir le président El-Béchir, mais aussi proposer une alternative après le départ du président El-Béchir. Alors, jusqu'où les manifestants sont prêts à aller, parce que Béchir également ne compte pas lâcher le morceau? C'est difficile à dire. Parce que les manifestations populaires, il y a toujours cette difficulté, surtout quand elles commencent de façon spontanée. Si c'est un travail qui a été préparé, les gens sont là avec une conviction sur le plan idéologique. Les gens ont un programme devant eux. Les gens ont quelque chose qu'ils veulent réaliser. En ce moment, le plus souvent, les populations peuvent manifester sur une longue période. Mais quand c'est une manifestation spontanée, qui en plus se fait dans un contexte économique difficile, à un certain moment, chacun va essayer d'aller voir comment il va tirer son diable par la queue, au lieu de dire je vais aller manifester, parce que la manifestation ne permet pas de régler le problème de la maison, la manifestation ne permet pas de payer les factures d'électricité, la scolarisation des enfants. Et souvent, nos États jouent ce jeu. On fait exprès de jouer le temps, comme on dit, pour que les gens puissent s'essouffler, et ça règle le problème. Et c'est ce que Machiavel disait également. Il disait tout simplement que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Donc l'État va les laisser bouger un peu, matraquer pour faire peur à cause de la répression, en espérant que rapidement le peuple va aller s'asseoir à nouveau et le tyran va pouvoir continuer. Dernière question, Mamadou Diouf. Est-ce que Omar El-Béchir lui-même ne doit pas redouter l'après-pouvoir, dans la mesure où on sait qu'il y a un mandat d'arrêt international de la CPI qui pèse sur lui? Mais c'est pourquoi il ne partira pas facilement. Parce que c'est ce qu'on dit toujours avec les présidents africains de façon générale. Si vous voulez qu'ils partent, il faut leur offrir une porte de sortie. Lui, il n'a pas de porte de sortie. Parce que quand quelqu'un est poursuivi par la CPI, tu vas aller te réfugier dans quel pays? Il y a quelques rares pays où il peut aller, mais même le pays où tu vas aller, tu risques de voir ce que Taylor a vécu. Le président qui te reçoit, il risque de partir. Et s'il part, le président qui vient, il fera quoi de toi? Donc ça également, c'est un élément qui est là, qui est important. Il se dit que s'il laisse le pouvoir tout de suite, sans pour autant qu'on lui propose une alternative, c'est pour quitter le pouvoir et puis aller au niveau de la CPI, ce qui va l'amener à vouloir rester sur place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et après on reçoit l'invité de ce soir.